vous avez des questions, Lydia vous répond. Voilà la question suivante. Bonjour. Comment parler de la mort prochaine d'une maman, d'un papa à des jeunes enfants ou des ados? Et puis aussi, j'aimerais savoir si à la date d'anniversaire de la mort d'un être cher, est-ce nécessaire pour des enfants de prévoir un rituel? Donc voilà, on a en fait ces deux questions en une. Je prends la première. Comment parler de la mort prochaine d'une maman, d'un papa? Ça veut dire, pour un enfant, c'est vraiment des morts centrales. Et d'une part à des jeunes enfants et d'autre part à des adolescents. Évidemment, ce n'est pas la même chose de comment on parle à des enfants d'âge différents. Effectivement, je connais la personne qui a posé cette question et c'est la maman qui a perdu donc son époux et donc ses enfants qui ont perdu leur papa. Et je sais que sur le moment, évidemment, elle n'avait pas les mots parce que pour elle-même, c'était tellement difficile de savoir la maladie allait emporter son mari. D'ailleurs, elle n'y croyait pas. Donc, vous voyez, tant qu'on est dans cet état, la personne qui est si touchée, il me semble assez normal qu'elle ne puisse pas parler elle-même aux enfants. Et c'est là que des proches doivent intervenir. Des proches qui sont assez proches et dans une relation de confiance avec ses enfants. Ça peut être une amie de cette maman, ça peut être un ami de cet homme, de ce papa qui va mourir. Mais c'est important que quelqu'un soit à un niveau émotionnel moins impliqué. Parce que cette femme elle-même, cette épouse et mère de ces deux enfants qui vont devenir orphelins, elle a besoin tellement d'aide elle-même déjà pour vivre ce qu'elle vit avec cette déchéance, cette mourance de son mari. Alors comment en parler? Et c'est encore différent évidemment si c'est des adolescents ou des enfants de bas âge. Un adolescent, il voit, il comprend que, parce que la maladie, surtout si cet homme, et je sais qu'il était à la maison, et après il était à l'hôpital, mais il voit, il y a des choses qui se passent visiblement. Donc, il sait déjà, il est assez intelligent et compréhensif pour comprendre qu'il y a des choses graves qui se passent. Et c'est important de surtout pas minimiser, parce que lui, il sent. Et d'ailleurs, il sent l'état de la maman, elle sent son état de bouleversement, et donc on ne peut pas lui jouer un jeu, de faire comme si ce n'était pas si grave que ça. Il s'agit d'être vraiment sincère, il s'agit d'être vrai. Et surtout, je dirais dans un premier temps, de lui demander ce que lui, il observe. Qu'est-ce que lui, il voit et qu'est-ce qu'il en pense. Et en s'adressant comme ça à lui, on lui permet déjà à exprimer ce qui se passe dans sa tête. À partir de là, on sait comment peut-on aller plus loin, peut-être comment rectifier des choses, comment préciser des choses, comment donner des informations qui lui manquent. Peut-être même de pouvoir dédramatiser parce qu'il se fait des images pires que la réalité. Mais il faut partir de là où est le jeune. C'est la même chose avec un enfant aussi. Un petit enfant, même
Bon, à part que les bébés, évidemment, ils sentent l'état de la maman. Mais dans le cas de cette femme, je sais que, je crois, l'enfant avait autour des 5 ans, quelque chose comme ça. Alors, c'est un enfant qui capte aussi plein de choses, qui capte énormément encore ce que la maman sent. Il capte des choses c'est-à-dire des médecins, et des rendez-vous à l'hôpital, etc. Il réalise peut-être que la maman a parfois les yeux rouges et il ne comprend pas. Parce que il lui manque les mots, il sent, il y a des choses bizarres, c'est différent d'avant. Le papa n'est plus tellement là, ou quand il est là, il est couché, voilà, il y a des choses qui changent. Donc, il s'agit aussi de s'intéresser à ce qu'il observe, qu'est-ce qu'il a vu. Et à partir de là, en fait, il s'agit de voir est-ce qu'il a des questions, est-ce qu'il a besoin de comprendre quelque chose. Et on va lui répondre. Le mieux, ça c'est une ligne de guidance, je dirais, pour les enfants, c'est qu'on regarde leurs questions, qu'on suit leurs questions. Parce que on n'a pas à leur donner des informations que nous, on pense sont importantes, s'ils n'ont pas des questions, s'ils n'ont pas besoin de savoir ça. Et c'est de l'encourager aussi de poser toutes les questions qu'il a. Ceci est vrai aussi pour l'adolescent d'ailleurs. Peut-être même proposer qu'il puisse parler avec le médecin ou participer une fois dans un rendez-vous médical. Je pense qu'un adolescent a le droit d'avoir ces questions et de vouloir des réponses médicales, de scientifiques, etc. C'est important parce que ça correspond à son âge. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à comment leur parler? Donc les inviter à poser toutes les questions qu'ils ont et on va essayer de les répondre le plus sincèrement possible. De dire « je ne sais pas », si c'est le cas, dire « je ne sais pas ». Ne pas raconter des bobards, ne pas essayer d'enjoliver. Il me semble important de faire participer les enfants à ce qui existe encore comme vie possible avec ce père ou cette mère. J'ai assisté à un cas qui m'a vraiment fait réfléchir sur l'importance aussi que la personne qui est en train de mourir ne prenne pas des attitudes qui sont désastreuses pour son enfant. Je me souviens d'une femme que j'ai accompagnée qui avait un cancer et il était terminal ce cancer. Et je ne le savais pas d'ailleurs, elle avait décidé pour faciliter pour les enfants qu'ils n'assistent pas à sa fin de vie. Elle s'est enfermée dans sa chambre. Et donc les enfants n'avaient plus accès à elle. Alors elle avait des enfants déjà assez grands, sauf une qui avait, je ne me rappelle plus, 10 ou 11 ans. Et cet enfant-là était en grande souffrance. Les autres savaient beaucoup plus, peut-être elles avaient aussi, la maman s'enfermait moins par rapport aux grands, mais c'est par rapport à la jeune, la petite. Et ça m'est venu aux oreilles parce que c'est les grands enfants qui m'ont téléphoné pour me dire « Écoute Lydia, ça ne va pas, maman s'enferme et notre petite sœur est vraiment complètement bouleversée que maman ne veuille plus la voir. » Donc ça m'a fait cling dans la tête et puis j'ai dit, est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse vraiment une réunion familiale, vous tous ensemble? Il y avait 3 plus grands, enfin adolescents et même un jeune adulte, plus la petite, plus le papa. Et je voulais que la maman soit là aussi. Et donc, on a fait une réunion, ils étaient très très contents qu'on puisse faire cette réunion. Et donc, ils ont amené cette doléance.
Et c'était vraiment très très fort. La maman ne comprenait pas pourquoi on ne la laissait pas vivre ce qui pour elle était juste vivre. Jusqu'à ce que l'enfant, la petite, a dit à maman, « Mais maman, pourquoi tu ne veux plus me voir? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu me rejettes ?» Et c'est là que elle a compris que l'enfant le prenait contre elle. Et elle a réalisé, elle disait, mais non, mais c'est pas pour ça, c'est pas que je te rejette, je veux te protéger. Et puis c'est là que l'enfant est vraiment, elle a éclaté en sanglots et s'est jetée dans les bras de sa maman et disait, moi je veux pas, je sais que tu vas mourir, mais je veux pas que tu t'enfermes, que tu m'exclues. Je veux quand je rentre de l'école que je puisse venir vers toi, dans ta chambre, me mettre dans ton lit et qu'on ait cocolé ensemble. Et je trouvais ça magnifique parce qu'à partir de là, ça s'est passé comme ça. Et c'est parfois dans l'idée du malade, dans l'idée de ceux qui sont autour, qui pensent qu'il faut protéger l'enfant, ayant fait une grande erreur en voulant faire ça. Parce qu'en le protégeant, on l'exclut. On ne lui fait pas confiance qu'il puisse le vivre, parce que l'enfant n'a pas encore tout cet imaginaire et négativité que nous, on a autour de la mort. Il est beaucoup plus spontané, beaucoup plus vrai, et lui, il exprime encore ce qu'il ressent, alors que nous, on ravale, ce qui est un problème, effectivement. Donc, cette nouvelle manière, cette autre manière de faire, c'est-à-dire d'être vrai et de l'inclure, mais avec les mots qu'il peut comprendre. Ne pas donner plus qu'il ne veut entendre. Ça, c'est important. Voilà, donc ça, c'est par rapport à la première partie de la question. Et la deuxième, est-ce que lors de la date d'anniversaire de la mort donc d'un père, là elle dit d'un être cher, mais je pense là il s'agit aussi du père, est-ce que c'est nécessaire pour des enfants de prévoir un rituel? Je pense, de toute façon, c'est pas seulement à la date d'anniversaire qu'on a à faire quelque chose, à rendre possible de parler de la personne défunte. Ça me semble extrêmement important même qu'on parle de la personne disparue et constant parce qu'elle a fait partie de la vie. Donc après, elle continue encore de faire partie, même si elle n'est plus là. Il y a une phrase qui me parle énormément. Si nous ne parlons plus pour protéger encore, nous protéger d'avoir des émotions et protéger les enfants pour leur éviter des émotions, eh bien, on tue la personne disparue une deuxième fois. C'est très fort comme expression, mais elle est vraie. Parce que en parlant, dans les souvenirs, ou qu'est-ce que papa en penserait, etc., on l'introduit, il fait partie encore de la vie. Et puis, est-ce qu'on a des larmes? Ben oui, et alors, est-ce que c'est un problème d'avoir des larmes? Au moins ça sort, au moins vous l'exprimez. L'émotion, elle est faite pour qu'on l'exprime, qu'on la sorte. C'est ça aussi dans le processus de deuil, d'admettre qu'on puisse avoir des moments de chagrin. Mais oui, mais c'est normal parce qu'on est humain. Alors, l'anniversaire, oui, c'est une date particulière. D'ailleurs, de toute façon, la première année, c'est très, très particulier parce qu'on passe à tout bout de champ, on passe sur l'année précédente où la personne était encore là. Et donc, il y a tout le temps en tête, ah oui, il y a un an, on faisait ça encore avec papa. Ah oui, il y a un an, on allait en vacances, on a vécu ça.
Alors oui, il y a évidemment un chagrin, une nostalgie et un chagrin en même temps. Et ça fait partie de cette première année très important parce que ce sont tous tes souvenirs qui remontent où on vient, ce que je disais dans une autre petite vidéo, c'est la reconnaissance que oui, c'est fini. Il n'y aura plus jamais des vacances comme ça. Mais heureusement qu'on les a eues, ces vacances. Heureusement, on a pu vivre ça encore. Donc, oui, pour un anniversaire, donc une année après, peut-être 2 ans après, 3 ans après, pourquoi pas, aussi longtemps qu'on a besoin de le faire, c'est de créer quelque chose avec les enfants ensemble où on commémore papa. Les enfants sont très expressifs, on peut leur demander de faire une petite création pour lui, de dessiner, de bricoler quelque chose, d'organiser quelque chose pour les adolescents. Ce ne sera pas une obligation d'y participer, mais ça serait bien que tous ceux qui veulent, qu'on y participe. Et on sera entre rire et larmes, et bien, et alors, voilà, au moins c'est vivant. Et il s'agit vraiment de respecter nos émotions et de se donner le temps. Dans le temps, on avait toujours les brassards, là, les brassards noirs qui indiquaient, voilà, je suis en deuil. Et nous, on croit qu'on devrait déjà, après 2 mois, on devrait aller bien. Mais c'est de la foutaise, à moins qu'on n'a pas aimé la personne. D'accord. Mais quand on a aimé fortement, profondément quelqu'un, et on a eu une longue expérience, notamment pour des couples âgés qui perdent leur conjoint, ça veut dire là, il y a un lien profond qui est blessé, un arrachement parfois, et ça demande du temps. Et respecter ces phases du deuil, c'est important, et les rituels font partie, ça peut aider. Je propose souvent de faire des choses comme planter une plante pour un arbre, un petit arbre, un arbuste, quelque chose dans le jardin ou quelque part un lieu significatif, par exemple, d'écrire un poème pour papa, pour le mari, etc. D'être créatif autour et laisser son imagination aller pour qu'est-ce que moi j'ai besoin qui pourrait me faire du bien. Donc oui, allez-y avec des rituels, c'est très important. Voilà, je crois que j'ai tout dit ce qu'il fallait dire.